Bienvenue pour la première conférence acteurs-chercheurs d'Idéal. Alors, je vous explique en deux mots ce qu'est Idéal. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un think tank, do tank consacré à l'habitat et au logement qui existe depuis une petite année désormais et qui a pour vocation de réfléchir à la manière d'améliorer les politiques du logement et les pratiques aussi de tous les professionnels qui sont impliqués dans cette chaîne de fabrication du logement. Ces conférences acteurs-chercheurs, elles opposent ou elles confrontent ou elles mettent en présence, parce qu'on ne va pas tout de suite se faire la guerre, un acteur et un chercheur. Alors, le chercheur voit les choses de loin, globalement, sur le long terme, et l'acteur a les mains dedans. Voilà. Alors, qui a raison? Ben, a priori, personne. C'est deux manières d'aborder les choses. Et le but de ces conférences, c'est de clarifier un sujet, de comprendre les mécanismes à l'œuvre qui font que les choses se passent plus ou moins bien. Voilà. Donc aujourd'hui, Idéal a pour vocation de s'occuper du logement sous tous les angles et dans toutes ses dimensions. Aujourd'hui, mais pas tout à la fois. Alors aujourd'hui, on va parler d'économie et d'architecture et vous allez voir que ces deux sujets sont très proches l'un de l'autre. Pour en parler, donc un architecte qui est aussi doctorant au Centre de recherche de l'habitat et enseignant à Nanterre et à l'ESSEC, donc Alexandre Néagou, qui va nous expliquer un peu ses travaux. Et puis l'acteur, donc Jean-Raphaël Nicolini, qui est promoteur, chargé des grands projets et des innovations et de l'innovation urbaine, chez Care Promotion, et qui va nous dire aussi un peu de son parcours, puisqu'il a travaillé dans d'autres structures de tailles différentes, de cultures différentes, etc., ce qui lui donne une bonne vision aussi des choses. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de couper vos micros. Et puis, vous pourrez poser des questions par écrit dans le chat. On les reprendra à la fin, sauf s'il y a une question urgente qui mérite une réponse immédiate. Et puis, à l'issue, si certains d'entre vous le souhaitent, vous pourrez prendre la parole et poser d'autres questions. Donc, on se donne à peu près 1 heure de conférence. On est désolé pour le petit retard à l'allumage, mais on avait un petit problème de connexion. Première conférence, voilà, donc on essuie les plâtres. Et puis voilà, donc nous allons commencer sur ce sujet que nous avons choisi d'intituler « Le plus grand architecte, c'est Bercy ». Alors évidemment, c'est un titre un peu provoque, mais c'est fait exprès. On pourrait dire cyniquement que chaque logement se résume à une équation financière. Donc le coût du terrain, les coûts de construction, un apport personnel de la part des ménages, un coût de crédit, des aides publiques qui soutiennent d'une manière ou d'une autre à peu près tout ce qui est fabriqué en termes de logement en France. Et dans un secteur qui se dit concurrentiel pourtant, et dont les principaux acteurs, les promoteurs et les constructeurs, sont des entreprises capitalistiques qui revendiquent d'œuvrer dans un environnement concurrentiel. Donc tout ça, c'est vraiment des notions d'économie, de finance, etc. Pourtant, ce résumé est quand même assez caricatural parce que finalement, on oublie d'aborder le plus important. Qu'est-ce qu'un logement? À quoi ça sert? Pour loger qui? Et que finalement, les maisons et les appartements qui sont construits doivent servir davantage, peut-être, à loger ceux qui les habitent qu'à enrichir ceux qui les fabriquent. Alors, l'économie, pourtant, a pris une très, très grande importance dans la politique du logement, qui est pilotée la plupart du temps et de manière assez ferme depuis les ministères du Budget et des Finances, donc à Bercy plutôt que rue de Varennes. Encore un peu caricatural, mais ce n'est pas faux. La structuration des entreprises, opérateurs privés et publics, la position de l'État, la position des collectivités, l'encadrement du marché via des aides de toutes sortes sous forme de prêts bonifiés, d'exonération de taxes, de TVA réduite, d'avantages fiscaux, etc., exercent une très forte influence sur les logements qui sont fabriqués, sur leur localisation, sur leur typologie, et jusqu'à jouer un rôle important sur leur taille et leur disposition. Donc, l'architecte le plus puissant ne serait-il pas justement Bercy, puisque c'est à cause de lui, finalement, que nos cuisines disparaissent et que nos chambres sont de plus en plus petites. Voilà, poser un peu les termes du débat et le paysage.
Et on va commencer par finalement partir de la cellule la plus commune à tout le monde et la plus connue, qui est le logement. Alors, comment est-ce qu'on définit la qualité d'un logement? Est-ce que c'est un critère subjectif, un ressenti? Et comment est-ce qu'on peut le rendre objectif afin de faire entrer dans les processus de conception les bonnes pratiques et d'autres manières de faire? Donc, on va partir d'un constat. Et Alexandre, Alexandre Néagou, architecte, je voudrais d'abord savoir votre sentiment au regard de ce que vous étudiez depuis longtemps, c'est-à-dire la production neuve depuis quelques années. Quel est votre ressenti sur la qualité des logements construits depuis 20 ou 30 ans? Oui, merci. D'abord, il faudrait peut-être définir de quel type de qualité on parle. Je crois que ce qu'il faut mettre au centre de la discussion, ce sont les qualités d'usage. En tout cas, je me suis intéressé beaucoup aux qualités d'usage avec quelques critères, quelques marqueurs de qualité d'usage, comme l'habitabilité des pièces, la flexibilité des distributions, par exemple, ou la profondeur et l'éclairement des logements et leur capacité à être exposés à plusieurs orientations, ce qu'on va appeler des logements multi-orientés ou parfois des logements traversants en fonction de leur disposition. Et ces quelques, on va dire, éléments de qualité qui, lorsqu'on les examine à long terme, sur un temps long, on se rend compte que la qualité des logements baisse. D'abord, leur surface rétrécit, leur possibilité d'habitabilité et d'aménagement des pièces également, et les distributions seront de plus en plus contraintes. Donc, on va dire les éléments que je mets en avant. Certes, on ne peut pas généraliser. Cela dépend beaucoup des localisations, des pressions de marché, des différentes conditions qui président à leur élaboration. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé au processus de production pour essayer de comprendre comment la qualité des logements en était la conséquence. Voilà. Donc, peut-être on discutera plus tard, on évoquera Oui, quelques exemples. Pardon. oui, on va y venir après dans les processus. Là, c'était juste sur le ressenti. Même question, Jean-Raphaël Nicolini. Donc, vous avez travaillé dans plusieurs structures. Donc, je disais tout à l'heure de taille et de culture différentes. Peut-être vous pouvez les rappeler. Est-ce que vous diriez que les promoteurs attachent suffisamment d'importance à la qualité du logement? Et finalement, pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on se pose cette question? Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, il est vrai que j'ai effectivement un parcours dans des structures effectivement assez diverses. Je suis aujourd'hui dans une plus petite structure. On est une quarantaine de personnes en tout. Et j'ai été précédemment dans des structures beaucoup plus importantes, chez Kaufmann et Broad, chez Bouygues Immobilier, antérieurement encore chez ex-Sodexo, aujourd'hui Link City, donc avec des modèles qui ne sont effectivement pas tout à fait les mêmes. J'ai moi-même une culture aussi publique un petit peu importante. Je suis de formation urbaniste et peut-être que je suis a fortiori un peu plus sensible aussi à cette question de l'intégration du logement dans l'environnement urbain et de la qualité de ce qu'on conçoit en particulier. Mais je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de gens dans la promotion qui sont très sensibles à ces sujets-là. En tout cas, d'une manière générale, c'est vrai que notamment la crise sanitaire est un très bon révélateur de l'évolution de la qualité du logement, puisque tous les articles, je pense que tous les acteurs, maîtres d'œuvre comme maîtres d'ouvrage, sont confrontés aujourd'hui à une vraie question et une vraie demande de la part de nos clients, c'est produire autrement le logement et notamment produire de la surface en particulier extérieure, on reviendra sur ces aspects-là, et l'accès et la possibilité d'accéder à un espace extérieur privatif qui soit digne de ce nom. Il est évident que depuis une bonne dizaine d'années, la surface moyenne des logements a diminué et je pense que ça fera aussi l'objet de notre discussion plus tard. On ne peut pas nier que quelque part, la qualité du logement construit par les promoteurs a été
assez inégale selon les acteurs qui intervenaient sur les territoires. Alors, je ne suis pas du tout en train de créer une polémique où je ne veux pas taper sur le dos des uns ou des autres. Je pense qu'il y a des éléments conjoncturels qui font que justement, si on a réduit les surfaces, ça tient à différents paramètres et je ne veux pas dévoiler tout de suite ce qu'on peut aussi débattre plus tard. Mais oui, je suis d'accord avec ce constat. Oui, on se bat, nous aujourd'hui en particulier, là où je suis maintenant, pour avoir une meilleure qualité de fabrique du logement. Et puis, finalement, je disais en aparté ce matin avant que nous commencions la réunion, je suis content de dire que je suis promoteur et d'assumer le fait d'être promoteur aujourd'hui, parce que quand je vois ce que nous sommes en train de livrer aujourd'hui et la satisfaction de nos clients par rapport à nos produits, ben, je pense qu'on a atteint là le but premier de ce que devrait être notre profession, c'est rendre les gens heureux pour ce qui constitue quand même pour beaucoup d'entre eux l'achat de leur vie et aussi l'endettement de leur vie. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, bonne nouvelle pour cette livraison d'hier. Bon, maintenant, si on rentre dans le dur, hein, pièce par pièce, quels sont les espaces qui pâtissent de cette organisation économique qu'on va expliquer plus tard? Mais je dis, on part vraiment du concret, du plancher, du plafond, de la taille des espaces, etc. Donc, moi, j'en ai listé quelques-unes. C'est les chambres qui sont souvent trop petites, la cuisine qui a souvent disparu, les pièces humides, salle de bain, voire cuisine aussi, qui n'ont pas de fenêtre, des logements mono-orientés. Donc, Alexandre Néagou, votre thèse, c'est que c'est l'organisation économique de la production même qui mène à peu près mécaniquement à ça. Donc, l'idée, là, c'est pas de jeter la pierre à quiconque, c'est d'essayer de comprendre comment un système organisé autour des politiques du logement et des pratiques des uns et des autres fabrique ce logement, finalement, que tout le monde trouve trop petit et mal fichu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Et là, on va regarder des plans qui expliquent assez clairement comment on en arrive là. Il est difficile de résumer des résultats de recherche en 3 mots, mais si on tente de le faire, je dirais que ma thèse est un peu plus nuancée, c'est-à-dire que a priori, ce que je m'interroge, c'est quelles sont on va dire les matrices de contraintes qui président à la production de ces types de formes architecturales et d'habitat. Et j'identifie plusieurs. D'une part, des tendances lourdes, longues, qui influent sur les typologies architecturales. Et notamment, je me suis arrêté beaucoup sur l'épaississement du bâti. C'est une tendance qui est là d'avant les promoteurs et qui continue. Des logiques normatives également qui ont un impact certain et identifié par tous les acteurs sur la forme du bâti. Mais j'identifiais un troisième élément qui est moins mis en avant, qui sont des logiques spéculatives et économiques qui font que toutes ces conditions précédentes sont poussées à l'extrême, on va dire, par le besoin de monétiser l'ensemble des surfaces et l'ensemble des qualités. Alors, concrètement, ça dit quoi? Parce que, voilà. Donc, concrètement, un premier élément lié à l'épaississement du bâti vient par la contrainte cumulée de stationnement et de rendement de plan. Depuis une bonne trentaine d'années, nous voyons des typologies de ce type, épaisses, qui proposent un couloir central avec des logements de part et d'autre dans des bâtiments qui ont une épaisseur d'environ 16 mètres. C'est une typologie très répandue, ce n'est pas la seule, mais elle est très très courante et on la retrouve surtout dans des situations de périphérie francilienne, par exemple, sur des terrains grands où, a priori, les contraintes seraient moindres et pourtant, on trouve ce type de configuration.
Pourquoi ces configurations sont difficiles ou présentent des défauts ou en tout cas un recul certain par rapport à des typologies qu'on aurait pu voir une trentaine d'années plus tôt? La principale contrainte est leur mono-orientation. Ce sont des logements, comme vous le voyez sur ce plan-là, qui font face qui ouvrent que d'un seul côté et qui, de fait, cumulent, comme vous le voyez sur le plan à gauche, l'ensemble des pièces nobles, on va dire, ou les pièces de vie sur la façade et relèguent à l'arrière l'ensemble des pièces annexes ou des pièces de dessert. Vous voyez la salle de bain, le WC et la cuisine qui est intégrée, on va dire, au séjour, en arrière de séjour aveugle. Ce type de configuration est très répandu et a aussi plusieurs corollaires. C'est-à-dire que du coup, ces logements sont très profonds. Leur éclairement va être au minimum, on va dire, des normes, des exigences réglementaires. Et également, va dépendre beaucoup des orientations qui, parfois, on peut se retrouver avec des orientations nord parfaitement, qui fonctionnent comme ça et qui perdent beaucoup en qualité. Pourquoi on se retrouve avec ces configurations-là? C'est une synthèse, c'est une solution économique d'optimisation de plusieurs contraintes. Et la principale est la contrainte de parking qui intervient souvent en sous-sol des logements, où on cherche à faire coïncider, on va dire, la structure des parkings avec la structure des logements en superstructure. Donc, vous le voyez, l'épaisseur de 16 mètres de logement correspond à 2 places de parking et une bande de distribution. Donc, finalement, on construit des logements qui sont très bien faits pour des parkings, mais qui sont moins bien faits pour des voitures. Voilà, donc c'est une des conclusions qu'on peut, enfin, une généralité qu'on peut tirer de l'étude de plusieurs plans de ce type. Alors, pourquoi cette disposition-là cette disposition-là est aggravée, on va dire, par une autre contrainte qui est la contrainte naturelle de rendement de plan. Alors, je m'explique, le rendement de plan et le rapport entre les surfaces vendues et les surfaces construites. Ces rendements de plan, on cherche à les optimiser le plus possible pour une raison simple, c'est qu'on veut diminuer les dépenses et augmenter le nombre ou la surface des surfaces commercialisables. Alors, ces rendements de plan imposent, vous voyez, cette disposition-là qui diminue le nombre de circulations, notamment le nombre de circulations verticales, et dessert à l'infini un nombre de plus en plus important de logements. Vous voyez là, sur ce plan-là, vous avez des couloirs qui ne sont limités que par la norme de sécurité incendie, au fond, pour desservir l'ensemble de ces logements-là. Le deuxième élément est la taille des unités. Vous savez qu'on cherche à vendre, un promoteur immobilier vendra plus facilement des petites unités, puisqu'elles correspondront plus à des taux d'effort qu'on retrouve plus dans la population, que des grandes unités. Or, ces petites unités, dans des conditions de bâtiment épais, vous le voyez sur le croquis à droite, génèrent naturellement des espaces très profonds, étroits, avec une façade limitée, on va dire. Et c'est une des causes pour laquelle on se retrouve dans ce type de configuration où l'ensemble des pièces humides vient en aveugle et on va dire les appartements se battent pour une petite portion de façade distribuée à chacun. Voilà en quelques mots les 2-3 éléments qui permettent de comprendre on va dire, ce rapport entre d'un côté une recherche de rentabilisation et d'autre part des évolutions propres à l'immeuble et des contraintes normatives qui se rencontrent et qui
qui rentrent en concurrence pour produire ce genre de forme. Merci. Alors, Jean-Raphaël, votre avis là-dessus? Donc, la question qui peut être posée aux promoteurs, elle est liée aussi à l'organisation économique de la production du logement et du bilan de promoteur, qui est finalement l'addition de toutes les recettes et de toutes les dépenses qui permet d'aboutir au prix du logement, au prix duquel on peut acheter le terrain et finalement à l'équation économique. Est-ce que c'est la manière de ventiler les coûts entre les différents intermédiaires qui interviennent dans la fabrication du logement qui explique aussi en partie ces résultats? Et je dis une phrase un peu abrupte aussi. La conception des logements, c'est-à-dire la rémunération de la maîtrise d'œuvre, est parfois moins importante, et souvent d'ailleurs moins importante, que la rémunération réservée à la commercialisation des logements. Donc on peut dire, s'il n'y a pas de vente, il ne se passe rien, mais s'il n'y a pas de conception, il ne se passe rien non plus. Et la qualité des logements, elle est quand même, espérons-le, liée à la conception. Alors, est-ce que dans ce bilan, dans cette manière de calculer les coûts et de rémunérer les différents intervenants, il n'y a pas un problème, il n'y a pas une évolution qui va dans le sens justement d'une qualité insuffisante? Alors, en fait, il y a énormément de sujets là aussi, notamment dans ce que a développé Alexandre précédemment. Je rejoins totalement sur le fait que la rentabilité d'un produit pour un promoteur, elle est effectivement liée à l'optimisation des surfaces par palier. Plus on a effectivement de logements par palier, mieux on se porte. Et donc, évidemment, on se retrouve avec des logements mal fichus, avec de la mono-orientation, etc. Il se trouve que quand même, il y a de plus en plus de mesures qui sont mises en œuvre. Et nous-mêmes, en tant que directeur de la promotion, on se rend bien compte que peut-être parce que nos clients sont aussi plus maintenant attentifs et exigeants et comment dire, sachant aussi de ce qu'ils vont acheter, il y a, je trouve, une tendance à aller de plus en plus vers des logements bi-orientés à minima, traversant dans certains cas. Bon, ça c'est, je trouve, la satisfaction des années qui passent fait que petit à petit, progressivement, on va vers quand même un petit peu une meilleure conception du logement. Il y a un élément quand même fondamental dans ce qu'a dit Alexandre, c'est la question du parking. Après, je vais reparler des bilans, mais pour aussi rebondir sur ce qui a été développé précédemment, il est évident que le parking est aujourd'hui un des éléments les plus compliqués pour un promoteur à intégrer dans sa conception de projet et donc dans son équation financière. Le bilan, c'est la conception d'un bâtiment. J'avais même tendance à dire à des équipes dans des fonctions précédentes, en fait, notre projet, on s'en fout de ce qui se passe au-dessus. Moi, ce que je veux, c'est juste le parking. Je veux le plan du parking parce que c'est le parking qui, généralement, représente le poste de dépense le plus important. Et du coup, ça devient absolument idiot. On conçoit un projet non pas en fonction de son usage extérieur, mais en fonction d'un fonctionnement souterrain. C'est quand même assez effrayant de se dire qu'on a pu raisonner sur certaines opérations sur la base de ce paradigme. Et alors après, je rajoute un truc, c'est qu'il n'y a aucun promoteur qui se satisfasse, je pense aujourd'hui, de mettre autant d'argent dans du parking. Je pense que tous autant que nous sommes, on aimerait utiliser cet argent à autre chose qu'à couler du béton en sous-sol, pour le dire comme ça. Malheureusement, on a aussi des contraintes réglementaires liées au PLU dans certaines communes qui sont aussi absurdes. Et on a été quand même très heureux de voir l'évolution soit de lois, soit de dispositions législatives diverses, nous permettant de baisser le nombre de places de parking dans nos logements, parce que c'est quand même autant d'argent qu'on peut mettre ailleurs que dans quelque chose qui est quand même quelque part un peu absurde. Voilà, pour répondre sur la question de la fabrique du projet par l'infra. Sur la question des bilans, il y a un élément aujourd'hui qui est quand même problématique dans cette équation de bilan, c'est ce que représente le poids du foncier dans cette part des dépenses. J'ai regardé dans les bilans dans mes différentes fonctions précédentes et l'évolution de ces bilans, qu'est-ce que ça donnait en proportion. Globalement,
l'achat du terrain, c'est entre, à minima, je trouvais des bilans à 23%, et sur un certain nombre d'opérations, on est plutôt entre 25 et 30%. Ça, c'est le poids du foncier aujourd'hui dans un bilan d'opération de promotion. Et quand on est à Paris, sans vouloir être Alors, oui, on est oui. au-dessus de 50. Hein. Voilà, dans certains cas extrêmes. Alors, 50, moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir ça, mais en tous les cas, avoir des bilans d'opération qui montrent que le poids du foncier représente 30 à 35% de l'ensemble des dépenses d'un bilan de promotion immobilière, c'est quand même assez préoccupant. Et on en reparlera après. Je pense qu'il y a une alerte fondamentale à faire là-dessus. Peut-être que certains de mes confrères ne partagent pas cette question, cette interrogation-là, mais en tous les cas, moi, je considère que ça devient aujourd'hui effrayant de voir la bagarre que se livrent les promoteurs pour acquérir un terrain, dans le diffus en particulier, ou la bagarre que nous faisons dans le cadre des consultations lancées par soit les aménageurs, soit les collectivités, où il y a quand même une surenchère foncière compréhensible par rapport à la question des équipements publics et de ce que implique la création de zones d'aménagement d'envergure, mais interrogatif quant à l'effet que ça génère sur le poids du foncier dans un bilan d'opération. On va y revenir après sur le foncier, Oui. justement, parce que le foncier, c'est ce qui apparaît toujours le plus. On dit le foncier est trop cher, etc. En fait, les autres postes, on les connaît moins et j'aimerais bien que vous reveniez dessus. J'y viens. Sur le coût des travaux, clairement, depuis 10 ans, on voit qu'il y a une évolution assez importante et l'indice du coût de la construction sur les 5 dernières années le montre en particulier. Et de ce que je voyais, le coût des travaux, c'est entre 40 et 50%, voire maintenant, dans un certain nombre d'opérations, plus de 50% du poids des dépenses dans le bilan de promotion. Et après, alors les autres postes sont de moindre envergure, mais finalement, si on prend achat du terrain plus coût des travaux, en gros, on est entre déjà 60 à 70% des dépenses générées dans une opération de promotion. Alors ça explique la cherté du logement, bien sûr, mais quel est le lien avec la mauvaise qualité ou la qualité qu'on est en train d'essayer de définir aujourd'hui? Alors, je crois que ça, c'est un sujet presque personnel ou de conviction de ce que veulent véhiculer les entreprises. Donc maintenant, j'en viens au sujet du coût de la maîtrise d'œuvre, partenaire, constructeur dans nos opérations versus honoraires de commercialisation et publicité. Il y a des acteurs pour lesquels la commercialisation est effectivement un des leviers essentiels, absolument fondamentaux, d'écoulement d'une opération immobilière. Et donc, les opérateurs qui vont effectivement payer plus cher la pub et la commercialisation de leur programme que, mis bout à bout, le coût de maîtrise d'œuvre, d'ingénierie, des partenaires bureaux d'études, etc. Ce sont je dirais, des convictions qui relèvent de ce que veulent les dirigeants de ces entreprises-là. Il y a effectivement certains acteurs qui considèrent, et j'ai eu un président qui n'arrêtait pas de dire à l'époque que pour lui, le QI d'un promoteur se mesure au TRI de ses opérations immobilières. Bon, voilà, là, on est dans un modèle, j'allais dire presque jusqu'au boutiste, de ce que c'est que le pure player de la promotion. On est là pour construire, vendre le plus vite possible et puis partir le plus vite possible. Mais c'est le modèle intrinsèque de la promotion immobilière. Après, à part certains acteurs de ce type-là, j'en connais quand même heureusement un grand nombre par ailleurs, pour lesquels ce n'est pas du tout le cas d'avoir cet écart et cette différenciation entre la pub commercialisation de ces programmes et la rémunération de ces équipes de maîtrise d'œuvre. Globalement, c'est plutôt 6%, 6,5% entre 6 et 7,5% le coût de maîtrise d'œuvre et la publicité, c'est entre 4,5% et 7%. Là, on parle de pourcentage de… Au regard de la partie dépenses. Je suis toujours dans la colonne de gauche, si je puis dire. C'est le poids, le pourcentage par rapport au poids total des dépenses.
Ce qui me marquait finalement aussi dans cette façon d'avoir réparti les postes de dépenses d'un bilan de promotion, c'est que la partie taxes et participation, c'est pas la plus élevée. C'est entre 0,8 et 3 ou 3% de ces postes de dépenses. Donc, c'est pas finalement ça qui est le plus impactant. Et c'est, pour le coup, moi, c'est une question que je me pose, c'est ce poids des taxes, est-ce qu'il ne peut pas y avoir, il y a beaucoup de taxes, hein, mais du fait du poids du foncier aujourd'hui, parfois absurde, de ce que nous devons investir dans nos opérations, il y a peut-être une réflexion là à avoir sur une façon de retravailler de manière à limiter le poids de la charge foncière. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, j'espère, mais en tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a certains acteurs qui vont effectivement faire des choix d'hyper-commercialisation de leurs produits et donc de vente extrêmement rapide, donc du coup qui vont mettre beaucoup d'argent là-dedans et peut-être un peu moins travailler la qualité de ce qu'ils produisent. Moi, je pense qu'il y a quand même des acteurs qui ont aujourd'hui une conscience du rôle que nous devons jouer aujourd'hui dans l'acte de fabrique et de construction de la ville. Et je suis aussi globalement très content de voir que certaines grandes entreprises commencent à prendre enfin bras-le-corps le rôle de la responsabilité sociale et sociétale que nous devons avoir dans justement la fabrique du territoire. Et c'est un sujet, il y a encore 3 ans, 4 ans, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de promoteurs qui osaient affirmer clairement, ouvertement, l'importance dont ils ont conscience et du rôle qu'ils doivent jouer au regard de ça. Moi, je suis un fervent défenseur de cette façon de penser, peut-être aussi de redorer l'image du promoteur et de dire, oui, certes, on a pu faire n'importe quoi, peut-être dans les 20 dernières années, sur un certain nombre de programmes. Aujourd'hui, on se rend bien compte que cette façon de faire, elle a atteint quand même clairement une limite et que de toute façon, si on continue à faire n'importe quoi avec des produits mono-orientés, avec des produits qui ne prennent pas en compte finalement la qualité d'usage on parle de modularité du logement. Pour moi, c'est moins la question de la modularité physique même d'un logement que les évolutivités de l'usage des logements qu'on en fait. Et j'entends par là le mix télétravail, habiter correctement un logement, y vivre et s'y épanouir et développer une vie autre qu'en complément, en tout cas, d'une vie de travail. Je pense que clairement, ces éléments-là, ils vont amener les promoteurs très naturellement à revoir leur code et la qualité de ce qu'ils proposent. D'accord, merci. Ben, c'est ce qu'on espère et a priori la Covid n'y est pas pour rien, c'est-à-dire que finalement ces mois de confinement nous ont tous renvoyés à notre condition d'habitants, y compris les professionnels qui se sont aperçus que les logements n'étaient pas forcément adaptés à cette vie qui nous était imposée et beaucoup effectivement de littérature a émergé de ces périodes montrant que les logements étaient trop petits, trop enclavés, trop éloignés, etc. etc. Est-ce que je peux juste, parce que je n'ai pas rebondi sur une des slides d'Alexandre que tu montrais là tout à l'heure, sur la configuration des pièces, mais on y vient peut-être après, je ne sais pas. Mais... Non, vas-y, parce qu'après on va passer à autre chose. Je voulais quand même juste dire qu'effectivement, on a eu tendance à supprimer les cuisines, notamment parce que la cuisine à l'américaine, c'était aussi un phénomène de mode, justement, qu'il y avait une demande des clients par rapport à ça. Je le dis aussi très honnêtement et très clairement, c'était un super moyen pour un certain nombre de promoteurs de gagner de l'argent, puisque c'est une cloison en moins. Donc, vous mettez le mètre linéaire de cloison multiplié par le nombre d'étages, etc. Forcément, vous gagnez de l'argent. Ça, il faut le dire. Pour autant, je pense que vous posez la question à n'importe qui dans la rue sur son logement, qu'est-ce qu'il veut dans son logement de demain. Je pense que vous aurez autant de réponses que de personnes. Vous allez avoir des gens qui vont dire moi, je veux à tout prix une cuisine ouverte, et donc très bien. Et d'autres gens qui vont vous dire non, moi, je veux une cuisine fermée, c'est comme ça.
Donc, c'est aussi très, je dirais, c'est quelque chose aussi de très personnel, habiter son logement et le concevoir. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que sur les petits logements, il y a de plus en plus de demandes sur le fait d'avoir une cuisine ouverte parce que les gens sont sur un 2 pièces notamment. Ils sont peut-être plus prêts à avoir une plus petite chambre parce que finalement, il n'y a entre guillemets que 2 pièces. Et au contraire, avoir un salon, salle à manger, cuisine ouverte parce que ça donne un sentiment d'espace plus important. Sur les logements plus grands, on sent qu'il y a une tendance, en tout cas d'un certain nombre de clients, qui veulent revenir à la cuisine fermable, voire des modes constructifs qui permettent de livrer éventuellement le logement en cuisine ouverte et potentiellement fermer éventuellement à l'usage futur cette cuisine en question. On peut rajouter un mur sans que ça soit trop compliqué. C'est bien. Mais voilà. Alors, il y a une question là que je vois dans le chat qui va nous emmener vers la suite et c'est intéressant d'y répondre. Est-il normal de voir des promoteurs proposer des surfaces moyennes extrêmement petites, exemple 55 mètres carrés pour un T3? Je ne suis pas sûre que Bercy soit dans le coup. Alors justement, ça c'est intéressant parce que moi je voudrais qu'on en vienne à la manière en montant d'un cran. Donc là on était dans le logement. Si on passe et dans les promoteurs enfin avec les promoteurs et les architectes, etc. Si on monte d'un cran et qu'on passe aux acteurs un peu plus, enfin, des acteurs publics notamment, que sont les collectivités et l'État et l'organisation de la politique du logement, finalement, quelle est la responsabilité de cette politique du logement ou de ces politiques du logement, hein, ça peut être par des systèmes de défiscalisation, ça peut être par les réglementations, et je pense par exemple aux réglementations pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, il y a beaucoup de choses qui viennent d'en haut, qui viennent de la loi, et qui se traduisent très concrètement par tout ce qu'on vient de dire, mais je voudrais qu'on l'explique de façon très claire. Voilà. Et les responsabilités, finalement, on pourrait dire que ce sont des mauvais plans parce que ce sont des mauvais architectes, ce sont des terrains trop chers parce que ce sont les collectivités, ce sont des marges trop élevées, la faute aux promoteurs, des normes trop fortes, la faute aux législateurs, un manque d'exigence, peut-être toute la chaîne, et finalement, un habitant à qui on demande très très peu son avis. Donc, est-ce que vous pouvez revenir l'un et l'autre sur ces politiques publiques, mais de manière vraiment concrète, qui font que finalement, on a des petits logements, on a des toilettes qui font 10 mètres carrés, ou peut-être pas, non, mais 4 mètres carrés, des grandes salles de bain et peu d'espace extérieur. Catherine, avant d'aller là-dedans, peut-être il faudrait peut-être ou peut-être qu'on réponde à cette question en repartant du bilan, peut-être. Parce que au fond, il y a 2-3 choses qui nous restent à comprendre. C'est en déconstruisant un peu ce bilan de promotion, c'est d'expliquer finalement, mais pourquoi le succès de la promotion immobilière sur les 20 ou 25 dernières années, puisque moi, je commencerai dans ces structures de bilan parce que c'est quelque chose qu'on voit en honoraires et frais de structure et annexes financières et assurances. Ces 25 dernières années, les frais financiers ont été très réduits. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation de taux extrêmement bas, de taux financiers extrêmement bas, ce qui a permis à la fois aux promoteurs de s'endetter facilement pour leurs petites opérations et à la fois aux acquéreurs d'être de plus en plus nombreux à s'endetter pour acquérir leur logement. Bon, mais on pourrait dire que si les taux ont baissé, le pouvoir d'achat a augmenté et qu'on peut s'acheter plus de mètres carrés finalement. Sauf que le prix des mètres carrés a monté aussi. Sauf que ça nous amène à l'autre articulation de ce bilan. Finalement, ce bilan devrait être mis un peu sur la tête, puisque c'est en faisant à rebours le calcul de ce bilan qu'on peut obtenir le coût de foncier admissible. Donc, en fait, ça veut dire qu'on part d'un prix de logement qu'on peut vendre, on enlève toutes les charges et on arrive à ce qui reste qu'on peut dépenser pour le terrain. Ce qui veut dire 2 choses. C'est que, d'une part, c'est que le prix du logement va s'établir à son niveau le plus élevé pour un taux d'endettement acceptable. Ce qui met sur la tête tous les raisonnements, tous les arguments qui disent mais les promoteurs ont raison puisqu'ils vendent, puisque ça se vend.
Non, puisque on est dans une situation où l'offre est nettement plus réduite que la demande et on achète ce qu'on trouve. Pas partout, hein, pas partout. Pas partout, pas dans toutes les situations, mais ce phénomène est plus ou moins important en fonction des localisations. Donc, je crois que ça, c'est un premier point à identifier. La deuxième conséquence de cette configuration est que finalement, le grand gagnant de cette mécanique sont les coûts de foncier. Les prix de foncier, on vient de les signaler, montent en permanence. Alors, est-ce que c'est complètement néfaste? La réponse est nuancée, puisque ce foncier se trouve soit en diffus, soit en zone d'aménagement concerté. Or, en zone d'aménagement concerté, ces prix de foncier, ces charges foncières élevées servent à des péréquations d'intérêt général, puisque ces charges de foncier élevées servent à supporter des charges moindres pour la construction du logement social ou construire de l'équipement ou tout simplement faire la ville. Et il faut le dire, la plupart des bilans des opérations de ZAC repose sur des prix, sur des charges foncières élevées pour les logements en accession. Et pourquoi ces logements en accession peuvent admettre ces charges de foncier élevées? Parce qu'en fin de compte, en bout de chaîne, les ménages peuvent assumer des endettements importants. Donc en vérité, le promoteur est une espèce de ruage. On ne va pas dire que la chose est mécanique et le promoteur est complètement inconscient de ce qu'il fait, mais le promoteur est un élément d'une production urbaine, d'une fabrique urbaine qui va de l'acquéreur qui supporte des endettements élevés et des politiques de fabrication de la ville qui captent en quelque sorte cette capacité d'endettement. D'accord. Mais alors ça explique très bien les choses, et notamment par exemple que l'accès au crédit, la baisse des taux, ou comme récemment, à contrario, le fait que les banques soient sommées de diminuer leur effort de crédit par le Haut Conseil de finances stratégiques, ou je ne sais plus comment il s'appelle, qui date d'il y a un an. Bref, ça c'est des politiques privées, publiques, mais je voudrais vraiment qu'on revienne sur l'intitulé de cette conférence qui dit « Le plus grand architecte cybernétique » et qui montre comment les politiques publiques, et encore une fois, je pense à la loi, je pense au système de défiscalisation, produisent à la fin des logements, notamment assez petits. Est-ce que vous pouvez détailler ça l'un et l'autre? Mais ça nous y amène, puisque ce qu'on essaie de dire, c'est que finalement, les politiques de logement reposent en grande partie sur ce type de mécanisme d'économie privée, puisqu'on capte les efforts, on capte la capacité de faire de ces opérations spéculatives et on leur délègue parfois des tâches comme la construction de logements locatifs pour les petits acquéreurs. Et ça, c'est une espèce si vous voulez, une coalition en quelque sorte, la rencontre entre deux intérêts, puisque d'une part, l'État insiste et cherche à défendre une des filières, un des statuts d'occupation de l'habitat, qui est le statut locatif, qui se trouve pris un sandwich au fond entre l'accession privée et le logement social. Et ce secteur locatif privé, depuis une trentaine d'années, il est en érosion continue. Alors, ce secteur locatif privé, on cherche à l'encourager en faisant des bonus de défiscalisation aux acquéreurs qui vont louer dans des conditions sociales avantageuses. Or, ce type de politique de défiscalisation a été un des moteurs de la croissance des promoteurs dans les 20-25 dernières années. Et là, on peut le montrer par ce graphique, où on voit la part de l'accession et de l'investissement dans les ventes brutes des promoteurs immobiliers. Ce que vous voyez en gris foncé, ce sont les ventes de logements en accession libre. Et ce que vous voyez en gris clair, ce sont la part des dispositifs fiscaux divers dans cette production-là. Donc, vous voyez que c'est parfois la moitié, c'est parfois plus que la moitié de la production des promoteurs.
portés par ce type de défiscalisation. Alors, dans l'absence de ces politiques de défiscalisation, est-ce qu'il y aurait eu autant d'investissements? Peut-être qu'il sera moindre, il ne serait pas complètement disparu, mais c'est clair qu'une grande partie du chiffre d'affaires des promoteurs est finalement fait par des politiques de l'État. Et en quoi pardon, les politiques de défiscalisation encouragent la production de petits logements? Puisque ils vont porter… elles vont s'adresser à des investisseurs qui vont chercher à louer. C'est quoi le marché de la location? C'est essentiellement aujourd'hui, c'est celui soit des très jeunes ménages, soit des personnes seules qui vont habiter essentiellement des petits appartements. D'une part. D'autre part, il est calibré pour un effort, parce que finalement, ces politiques de défiscalisation cherchent à faire quoi? Cherchent à capter un peu un surplus des ménages. Cet apport n'est pas tellement important et la capacité d'un investisseur à investir dans un appartement, elle est plutôt réduite, donc ça va plutôt porter sur un petit appartement. Aussi, ces appartements vont être plus liquides à la fois pour les promoteurs et pour les investisseurs. Donc, il y a beaucoup de raisons qui font que finalement, ces politiques de défiscalisation vont se concentrer sur des petits appartements. Et puis, l'avantage fiscal est plafonné à 300 000 €, ce qui veut dire Voilà. que la taille de l'appartement liée à son prix est de toute façon limitée. Le sujet, il est là. C'est qu'effectivement, à partir du moment où on a ce lien entre la défiscalisation, et le plafond de défiscalisation et la capacité d'investissement des investisseurs privés, forcément, c'est contributif et ça se rejoint de cette façon-là. Tu n'as peut-être pas fini, Alexandre. Non, j'écoute. Je pense que dans le raisonnement, si effectivement Bercy a beaucoup contribué, je suis d'accord avec ce thème, à un formatage de la fabrique du logement, c'est peut-être aussi parce que l'État ou les politiques publiques au sens large, comment dire ça, ont un peu été désemparés dans la production du logement, de l'ensemble de la production du logement social, et dans la capacité à contribuer à ce qu'on appelait cet ascenseur, l'ascenseur des politiques du logement. Le parcours résidentiel. Chercher la capacité à produire ce parcours résidentiel. Et si le succès de la promotion s'est fait sur la base des petites surfaces, ça tombe bien, c'est effectivement plus rentable pour un promoteur, mais c'est parce que c'était aussi ces surfaces-là en particulier qui manquaient dans la production du logement, notamment du logement intermédiaire. Et ce que je trouve moi très, très dommageable, et pour avoir aussi été en fonction dire aussi ailleurs que dans le privé, c'est que quand on se battait à une époque pour obtenir plus de logements intermédiaires dans la ville de Paris, il y avait un refus très, très net. C'était avant tout de la production de logements social, très social. Je parle là d'années très antérieures, au début de mes fonctions en 2005, quand j'étais au cabinet de la maire du 17e, et notamment la polémique qu'on avait à l'époque avec la ville de Paris sur la ZAC des Batignolles et la demande que nous avions, nous, de produire du logement intermédiaire dans Paris intramuros, et ce à quoi on nous renvoyait plutôt à non, on veut faire du logement social, très social. Sauf que avoir cassé, pour le dire brutalement, avoir cassé la production de logements intermédiaires, on a aussi cassé une partie de la capacité des gens à sortir du logement social, où, je ne sais plus le chiffre, c'est 76% de la population française qui peut prétendre à être dans du logement social. Et comme il n'y avait pas de produits permettant cette sortie-là, c'était soit on reste dans du logement social, soit on se tourne vers du logement privé, et du logement privé qui s'est du coup beaucoup construit sur la question des petites surfaces et de la défiscalisation, et effectivement beaucoup moins vers des logements familiaux. Ça, je pense que à chaque fois, quand on voit le stress que c'est chez les promoteurs, chez les fédérations, quelle qu'elle soit, de est-ce que le dispositif Duflot, est-ce que le dispositif Pinel va être reconduit, etc. Oui, on voit bien qu'on est dans une mécanique de production du logement qui repose avant tout sur la capacité de l'État à reconduire des dispositifs fiscaux qui vont permettre cette production du logement.
Alors, il y a un autre sujet qui est aussi important dans l'effet des politiques du logement, c'est les normes. Alors, j'ai juste évoqué tout à l'heure la norme, la loi concernant les personnes à mobilité réduite. Qu'est-ce que ça a changé dans la fabrication des logements et dans la disposition des plans aussi? Est-ce que tu es d'accord, Catherine, qu'on finisse sur la question de la défiscalisation, parce que je Oui, crois alors vas-y, si tu as quelque chose à que dire de plus, vas-y. il y a peut-être deux éléments qu'il faut contribuer. C'est pourquoi, d'abord, on conteste autant, enfin, on dit autant de mal de ces défiscalisations. Peut-être qu'il faut le dire clairement. D'abord, c'est parce que ces logements-là, petits, sont commercialisés différemment que les logements d'un acquéreur qui va s'installer dedans. C'est-à-dire que l'acquéreur d'un logement en défiscalisation qu'il sera alloué, ben, visitera moins, sera peut-être moins au courant du marché où il s'installe, ce qui génère des effets parfois pervers, puisque on connaît des cas d'acquéreurs qui achètent dans des marchés qu'ils connaissent très mal, à Angers ou à Tours, ce qui fait qu'il y a des logements qui ne vont pas être loués. On connaît des cas de surproduction dans des zones B, dans des zones peu tendues. Donc, en fait, ça pervertit en quelque sorte puisque là où on en a le plus besoin, ce sont dans les métropoles denses. Donc, c'est plutôt là-bas. Et puis ensuite, un dernier élément, dans l'immeuble, ces logements-là, en général, se situent dans les coins les plus malheureux, puisqu'ils sont commercialisés le plus facilement. L'exemple qu'on a là, il est assez parlant. Là, c'est un logement probablement en défiscalisation, un petit T2, et bien, il se trouve dans la position la plus en grade de l'immeuble, dans la partie rentrante qui donne sur une cour, en vérité, et il a que 4 mètres linéaires de surface de façade avec beaucoup de profondeur. Donc, vous voyez, ça, c'est un des exemples qu'on peut trouver entre mille de logements, des petits logements qui se retrouvent malheureux dans cette production-là. Donc, donc, le problème, ce n'est pas la politique, le fait que l'État essaie de se saisir de l'activité des promoteurs pour mener une politique. Il le fait depuis 1953. Ce qui est gênant, sont l'absence de détails, d'inflexions, de nuances quand on va au plus près du terrain, qui fait que ces normes-là, ces politiques nationales, bah, parfois ratent leur coup, quoi, en termes de qualité du logement. Voilà. Merci. Le temps passe très très vite, donc je voudrais juste qu'on revienne sur cette histoire de normes. Et après, j'ai une dernière question, et puis après, on pourra peut-être passer à des questions des participants s'il y en a quelques-unes. Donc sur les normes, Jean-Raphaël, peut-être, puisque bah, toi, tu les vois au jour le jour en construisant. Ouais. Qu'est-ce que ça change et est-ce qu'il y a des choses qui ont changé les choses de façon vraiment brutale? Alors, oui, il y a un vrai sujet par rapport à ça. Je pense que la question notamment des logements avec l'obligation de la loi PMR pose un vrai sujet. C'est vrai qu'en visitant des logements hier et en faisant la livraison de logements hier, dans une opération donc, de Caire, on est quand même tous frappés de l'effet gigantesque des salles de bain. Ça, c'est peut-être pas mal. Et encore mieux quand elles ont effectivement une fenêtre. Et donc, elles sont tournées vers du premier jour. Mais les toilettes sont absolument gigantesques. Et là, il y a parfois des absurdités qu'il faut… Voilà, pourquoi on va mettre un toilette de 3 mètres carrés, 4 mètres carrés, au détriment de la surface du salon ou de la salle à manger. Le problème, c'est que nous, en tant qu'opérateur immobilier, on se doit de respecter cette norme-là. Il est évidemment tout à fait normal qu'une personne à mobilité réduite puisse ne pas être dans le pauvre logement mal foutu du rez-de-chaussée au fond de la cour. Non, ça c'est évidemment tout à fait normal de permettre l'occupation d'un logement, quel que soit l'étage, à une personne PMR. En revanche, ce qui est dommageable, c'est que finalement, un propriétaire, il doit lui-même signer une décharge auprès du promoteur si il veut faire modifier les cloisons et donc faire en sorte que le logement ne soit pas aux normes PMR, ce qui peut du coup déjà premièrement générer quand même un sentiment un peu
inquiétude. Et puis, par ailleurs, si ce propriétaire veut ensuite partir de ce logement en tant qu'occupant et devenir locataire, ou mettre ce logement en location, soit il remet aux normes le logement, soit il assume effectivement le fait que le logement n'est pas PMR. Et donc voilà, ça peut créer quand même quelques freins. Ça, c'est un des éléments. Je me souviens qu'au tout début, une bonne dizaine d'années, quand il y avait eu ces questions-là sur notamment le rapport entre surface extérieure et surface intérieure des logements, ça avait donné lieu brutalement, ça a été corrigé depuis, mais à l'arrêt total de toutes les constructions avec balcon ou terrasse, parce que du coup, l'emmarchement entre l'intérieur du logement et l'extérieur devait être tellement réduit que ça coûtait une fortune aussi aux promoteurs de revoir cette manière de générer une marge très, très limitée entre la terrasse, le balcon et l'intérieur. Donc, ça avait donné très brutalement un arrêt et tout le monde avait dit « Ah, bah, puisque c'est comme ça, c'est pas grave, on va faire des logements avec des surfaces sans aucun aspect pièce extérieure, on va dire. » Ça a été évidemment revu depuis, mais c'est vrai que au-delà de cette norme PMR, nous, il y a des choses qu'on trouve très, très idiotes, où les surfaces sont construites. Moi, j'ai un combat notamment, c'est la question des toits terrasses. Un certain nombre de toits terrasses ne peuvent pas être utilisés en terrasse partagée pour le compte de la copro, parce que dans ces cas-là, on doit faire monter l'ascenseur jusqu'au niveau, pour des raisons effectivement PMR, on doit faire monter l'ascenseur jusqu'au niveau de la terrasse. Ça veut dire que donc, du coup, les édicules techniques dépassent les hauteurs. Dans un certain nombre de PLU, on est limité en hauteur de bâtiment, et les édicules techniques comptent dans cette hauteur. Et donc, si on n'a pas la possibilité de déroger pour ces édicules techniques spécifiques à la hauteur du bâtiment, bah, du coup, on ne fait rien, parce que sinon, on perd un étage. Si on dit la terrasse sera partagée à l'ensemble de la copro. Donc ça, c'est quand même des choses très, très dommageables, parce que finalement, s'il y a bien un truc qui est construit et qui est bien payé, c'est bien la 5e façade, c'est bien le toit. Donc autant lui donner un usage le plus facilement possible. Et puis, sur la question de la taille des logements, il y a tout un débat aujourd'hui sur les mètres carrés dévolus à la chambre. Je pense que personne ne se satisfait d'avoir des chambres de 9 mètres carrés imposées comme étant la surface minimale pour répondre à ce qu'on appelle une chambre. Nous, on répond à ça que la première limite de fabrique d'une plus grande surface des logements, c'est quand même la capacité effectivement de pouvoir d'achat des ménages. Donc là, il y a quand même effectivement cette contrainte d'une part. Et puis, du coup, nous, bien évidemment, si on peut faire des chambres de 10 ou 12 mètres carrés et plutôt 12, on le fait. Si on ne peut pas, ce qu'on préfère, c'est plutôt construire ou dédier une surface dédiée donc à la copropriété, qui est un tiers-lieu, qui est une surface complémentaire qu'on offre à l'ensemble de la copro et qui donc peut servir de coworking, de salles de partage pour la copropriété, de bibliothèque, voire même de chambres d'amis. On voit bien que ce concept dont on pensait qu'il n'était peut-être pas si utilisé avec tous les modes d'hébergement hôtelier qui existent aujourd'hui, alternatifs Airbnb et autres, finalement, on s'aperçoit que dans les immeubles dans lesquels ça a été mis en place, c'est quand même malgré tout très utilisé. C'est effectivement cette fameuse chambre en plus de passage dédiée à la famille qui a un vrai usage. Sur la question des tiers-lieux dédiés à la copro, nous, on le voit par rapport à nos clients, on a posé cette question, on leur pose cette question de l'intérêt d'avoir cette pièce complémentaire partagée à l'ensemble de la copro. Il y a une adhésion très très forte des gens là-dessus, pour peu que effectivement il y ait une garantie de maintenance, de sécurité et de facilité d'usage, et une garantie que cet élément-là, cette surface-là, soit bien quand même réservée à la copropriété et pas ouverte à un ensemble extérieur, parce que ça génère quand même tout de suite d'autres interrogations sur la sécurité de l'espace, la sécurité d'accès à la résidence. Je ne sais pas si
Non, mais c'est effectivement la réponse de beaucoup de promoteurs de dire on ne peut pas faire plus grand parce que les budgets des ménages ne sont pas extensibles et 1 m² de plus, c'est 1 m² de plus à payer. Donc, on partage les espaces. Alors, c'est une idée généreuse et intéressante, si tant est qu'elle n'est pas juste le palliatif des espaces qui sont trop petits dans la partie privative. Voilà. Alors, pour finir, je voudrais vous poser la question à tous les deux. Finalement, on a dit, et on a essayé de le montrer, que Bercy, donc c'est-à-dire la politique du logement organisée par l'État, Bercy, ministère du Logement, il ne faut quand même pas l'oublier dans l'histoire, mais avait des conséquences sur le terrain. Est-ce que, paradoxalement, et du côté public aussi, les collectivités peuvent avoir une influence inverse? C'est-à-dire que je pense par exemple aux chartes promoteurs, qui sont des chartes qui sont éditées par des collectivités, mises en œuvre par des aménageurs pour encadrer les promoteurs et les bailleurs sociaux d'ailleurs, et pour exiger une qualité meilleure. Est-ce que l'amélioration, elle peut venir de là? Et est-ce que ça veut dire qu'il faut une co-conception ou alors un encadrement des opérateurs privés qui, si on leur laisse la bride sur le cou, si je puis dire, finalement, ne fabriquent pas un logement de bonne qualité? Si je peux faire un début de réponse, on voit que à ce stade, on voit trop les insuffisances des politiques nationales, les limites des politiques nationales. C'est-à-dire que, par exemple, des réglementations qui ont des buts intéressants, comme la réglementation thermique ou la réglementation PMR, créent des points durs dans la conception du logement. Mais comme on a oublié de couvrir d'autres points mous, comme par exemple les surfaces de séjour, ça se passe à surface égale et au détriment de l'habitabilité des surfaces de séjour, par exemple. Donc ça, c'est le problème, c'est que ces réglementations-là, une fois qu'elles fichent quelque chose, de l'autre côté, elles laissent la place à des dérives. C'est la même chose que lorsqu'on a établi qu'on a une volonté quantitative de production du logement, notamment par les processus de défiscalisation, et on a laissé un peu de côté une exigence quant à leur localisation ou à leur qualité. Ou la politique de l'offre, quand on dit qu'il faut produire 500 000 logements par an, voilà, ça Voilà. revient à Alors ça. là, pour moi, c'est une des limites de ces politiques nationales, puisqu'on fait une politique de l'offre en se disant il y aura un choc de prix, en oubliant que d'une part, les procédures de promotion sont conçues justement pour éviter les surproductions, parce que c'est un risque important pour les promoteurs de se retrouver à avoir des commercialisations trop longues. Donc, cette politique de l'offre, à mon avis, par la promotion immobilière, est plutôt illusoire de mon point de vue. Et deuxièmement, en oubliant que finalement, le grand gagnant de ces politiques de l'offre, c'est souvent le coût du foncier, les prix du foncier. Voilà. Ce qui nous engage sur un autre terrain, c'est de dire peut-être qu'à niveau local, des procédures d'urbanisme négociées, plus attentives aux qualités et à ce qui est produit opération par opération, peuvent défendre des qualités de logement. Alors, c'est probablement le cas avec les chartes promotion, qui ont, soit dit en passant, ont un statut juridique plutôt flou, Oui. et qui mériterait d'être plus clair. Mais les limites de cet exercice sont les suivantes. D'une part, lorsque ces chartes de promotion ne peuvent pas être mises en place partout, puisqu'il y a des endroits peu tendus ou des communes qui font une politique volontariste d'offre de logement se heurtent au désintérêt des promoteurs. Donc à cet endroit-là, les communes sont moins encouragées à faire des chartes de promotion trop dures ou d'en faire tout simplement. Donc ça, c'est un des points. Tous les secteurs ne peuvent pas se munir, n'ont pas le même poids tous les communes n'ont pas le même poids devant les promoteurs. Et la deuxième est que ces chartes de promotion ne sont pas extantes parfois des logiques locales de gestion de la démographie électorale. Et
on peut identifier ces choses-là dans la taille des logements, dans leur emplacement, dans ce qu'on leur dédie. Donc, si elles ne sont pas encadrées par des processus démocratiques et des explications claires et des débats, ben, ces choses-là peuvent donner lieu à des dérives. Aussi, quelle est la pénalité pour un promoteur qui ne respecterait pas ou qui ne s'engagerait pas dans une charte? Ben, de point de vue juridique, c'est relativement compliqué de comprendre comment un promoteur se fait blacklister dans une commune. Voilà. Enfin, ça, c'est une réalité, cela étant. Si on ne respecte pas… C'est une réalité. Donc, moi, je ne considère, je crois, enfin, si je peux donner mon avis personnel, mon problème, c'est que ces choses-là ne sont pas explicitement débattues et démocratiquement encadrées. Moi, je trouve que c'est peut-être plutôt juste qu'une commune s'occupe de la qualité du logement qu'elle produit dans sa commune, et je crois qu'elle se dote d'outils intéressants sur les tailles et sur la vérification des tailles, et elle a la capacité de vérifier cette production-là. Par contre, le jeu des pénalités et de discussion et des processus n'est pas toujours clair et n'est pas toujours explicite et mériterait à être encadré davantage. Merci. Alors, Jean-Raphaël, encadrer davantage les collectivités publiques pour pas qu'elles embêtent les promoteurs, c'est ça? Bah, non. Non. Non, mais je pense que il y a une vraie problématique d'un côté, ce que l'État donne comme directive pour produire du logement, et puis en fait, ce qui se passe concrètement à l'échelle locale. Et c'est vrai que, je ne sais plus qui disait, je crois que c'est le patron d'une fédération qui disait récemment que le problème de la France, c'est qu'il y a 30 000 ministres du logement. Et je trouve que le propos, il est aussi assez juste. C'est que c'est une chose de vouloir contribuer et aider à la production du logement. Alors, il y a les acteurs sociaux, là notamment, qui disent, attention, il est urgent de redonner de l'élan à la production du logement social, notamment. Mais quand on voit ce qui est en train de se passer là, suite notamment à la fois aux élections municipales et à la crise sanitaire, je suis quand même assez soucieux d'un arrêt de la production aujourd'hui du logement lié à un amalgame entre piètre qualité, ça c'est vrai, entre hyperdensité. Moi, j'avoue, je ne comprends pas ce débat et en quoi ça pose un problème. Et il vaut peut-être mieux avoir des immeubles un peu plus hauts qui prennent moins d'emprise au sol pour libérer justement plus de pleine terre et être plus en phase avec la question de la biodiversité et de la baisse des faits d'îlots de chaleur, notamment. On a un vrai problème en France sur la question de la hauteur. Et puis, je pense que ça pourrait aussi permettre de contribuer à la baisse du foncier. On optimiserait plus le foncier utilisé et on en aurait peut-être besoin d'un peu moins pour construire. Et je pense que, enfin, moi, il y a aussi un message que j'ai vraiment envie de passer ce matin, c'est qu'il y a un moment, si on ne prend pas à bras le corps la question du coût du foncier aujourd'hui, et si on n'arrête pas dans la tête des gens, si on ne finit pas par leur dire, attendez, vous n'êtes pas tous assis sur 1 million d'euros, parce que c'est quand même un peu ce que les gens pensent aujourd'hui quand on va notamment dans le diffus taper aux portes pour acheter et remembrer des terrains, on va vite se retrouver à une mécanique de blocage. On ne sait pas trop où on va. Et alors, en parallèle, sur cette question du prix du foncier, si on rejoint la question des aménageurs et des collectivités, je me souviens qu'il y a encore 6 ans ou 7 ans, j'avais posé cette question à un grand aménageur francilien en disant « mais je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas caper les charges foncières de vos consultations ». Donc, les plafonner. Oui, c'est-à-dire plafonner, ouais, c'est ça. Dire, voilà, il y a une charge foncière, elle est de temps, c'est la même pour tous, allez, à 1 ou 2% près, pour tous les candidats qui se présentent. Et le choix du candidat se fait véritablement en fonction de la qualité d'usage du logement, des produits qui sont développés, quels qu'ils soient. Et c'était inentendable. Aujourd'hui, ça allait plus. Aujourd'hui, ça allait beaucoup plus. Il y a clairement des aménageurs qui disent on ne choisit pas, et nous avons été sélectionnés d'ailleurs par un aménageur francilien, on a répondu à la charge foncière minimale. Alors, elle n'était pas plafonnée, elle était minimale, mais on a répondu à cette charge foncière minimale et on a été sélectionné sur la base d'une charge foncière minimale. Ce qui veut dire d'ailleurs que notre dossier et l'ensemble des dossiers, ils ont été véritablement étudiés au regard de la qualité de ce qui était proposé dans le projet en question.
Mais quand vous avez en parallèle d'autres aménageurs qui disent bah, vous comprenez, on ne vous a pas sélectionné, on a mis une charge foncière minimale de temps, allez, mettons 500. Et puis finalement, le lauréat, il a été désigné, on l'a appris, hein, c'est un cas réel, hein, il a été désigné, il avait une charge foncière qui était à plus de 800. Donc, vous imaginez, on se dit, mais ce n'est pas possible. Vous choisissez un lauréat qui a proposé une charge foncière de 300 € supplémentaires par rapport à la charge foncière minimale que vous attendiez. Pourquoi? La réponse qui nous a quand même été faite, c'était de dire, bah, vous comprenez, vous promoteurs, on sait qui vous êtes, vous allez de toute façon renégocier derrière. Donc, on préfère renégocier avec celui qui est le plus haut parce qu'au moins déjà, on sait qu'on perdra peut-être un petit peu moins. Quand on a des raisonnements de ce type-là, moi, je suis désolé, les bras m'en tombent. Enfin, il y a effectivement d'autres moyens de pouvoir sélectionner et de pouvoir cadrer un opérateur immobilier. Et pour en revenir aux chartes logements qui sont établies par certaines collectivités, autant elles ont fait bondir effectivement la profession il y a une dizaine, 7-8 ans, autant aujourd'hui, quelque part, tout le monde se dit oui, finalement, c'est bien parce que ça oblige effectivement à revoir la façon dont on considère finalement nos clients. Et puis, soyons honnêtes, le promoteur, son client, il est double. Hein. Il y a l'acquéreur véritablement au final qui va lui acheter son bien, mais il y a surtout la collectivité qui a un outil absolument essentiel et fondamental, c'est la délivrance d'un permis de construire. Donc ça, c'est quand même l'arme absolue, c'est l'arme atomique des collectivités. Au moins, c'est vrai que par le biais de ces chartes-là, elles arrivent un petit peu à mieux cadrer la façon dont on produit le logement. Avec quand même un phénomène qui commence à poser problème dans certaines collectivités, c'est que du coup, à maîtriser le prix du neuf, on se retrouve à avoir un décalage avec le prix de l'ancien. Et avec du coup du prix de l'ancien qui devient finalement, je ne sais pas s'il est supérieur au prix du neuf, mais en tout cas avec un phénomène de rattrapage assez préoccupant pour ces collectivités, parce que le problème, c'est que de toute façon, elles ne peuvent pas tout maîtriser. Les collectivités, il y a quand même une liberté. Voilà. Merci. Ça ouvre des pistes et des sujets pour d'autres conférences. On va clore celle-ci, enfin le débat en tout cas de celle-ci maintenant parce que il est bientôt 11 heures. J'ai quelques questions qui ont été posées, donc je vous les livre. Qui veut y répondre, y répond. Une question de Jean-Christophe Vizier. Donc, le développement des petits logements n'est-il pas aussi fortement lié à la croissance du nombre des petits ménages? Les 2/3 des ménages comprennent 1 ou 2 personnes. Je vous les pose, il y en a 2 ou 3, donc je vous les pose tout en même temps. Une autre question. Bonjour, de Rémi à la porte. Bonjour, quid du coût de la pièce en plus pour les copropriétaires ou tiers-lieux et gestion-exploitation de ces espaces sur le long terme? Autogestion ou intervention d'un tiers? N'est-il pas pertinent de mutualiser ces espaces à l'échelle d'un îlot quartier et non seulement à l'échelle du bâtiment? Et puis, une autre question, la concurrence en zone tendue se traduit par l'optimisation de la charge foncière, donc la contrainte sur la production du bâti. Observe-t-on une détente, un début de primauté des exigences de qualité dès lors que l'on s'éloigne des zones tendues? En gros, est-ce que la production est meilleure quand on va un peu plus loin? Si c'est possible, j'aimerais commencer par cette dernière question parce que ça me semble importante. Moi, en sélectionnant des opérations dans des situations plus ou moins tendues, j'ai remarqué plutôt l'inverse en fait. C'est-à-dire que plus on s'éloigne, plus on est dans des communes où la situation est peu tendue, plus le promoteur a le choix, en fait, a la possibilité est moins contraint par les administrations, par la délivrance du permis de construire, etc. Et plus il va produire des produits à peu près de l'ordre de ceux que je viens de présenter, qui sont justement extraits de ces types de zones. Pour moi, finalement, c'est dans des situations où il y a le moins de contraintes que la qualité du logement en pâtit en vérité.
Et je crois que ça milite plutôt à l'inverse, vers pas une libération des forces du marché, mais par un encadrement des forces du marché. Et je crois que la conclusion, c'est finalement dans des actes où le sol est maîtrisé par la collectivité publique, où la qualité du logement est contrôlée par l'aménageur, qu'on arrive à produire des choses de qualité lorsque l'aménageur s'en donne le moyen et lorsque le contexte s'y prête. Finalement, c'est ces situations-là qui sont intéressantes et pas l'inverse. Donc, je crois qu'au contraire, finalement, la charge foncière, c'est un débat un peu plus complexe que cela, puisqu'elle n'est pas complètement libre. Ce n'est pas complètement un marché libre. Et je trouve que ça milite en faveur et d'un interventionnisme communal et sur le prix du sol et ce que vient de signaler Jean-Raphaël sur le marché libre, là où ils ont peu d'outils, sur le stock des logements existants, là où ils sont peu outillés. À un moment donné, il y avait des communes qui pratiquaient des dispositifs de préemption, détourner des dispositifs de préemption pour pour bloquer les prix du logement en stock. Oui. Bon, ces choses-là étaient juridiquement contestables, mais ça posait quand même un souci, puisque les communes étaient assez démunies pour contrôler pour maîtriser les marchés du logement sur leur commune. D'accord. Jean-Raphaël, sur les tiers-lieux peut-être et la mutualisation des espaces, comment c'est financé? Oui, alors sur les tiers-lieux, alors c'est vrai que là, pour le coup, ça peut être pour une autre forme de développement aussi de la structure de promotion. Nous, les tiers-lieux en question, pour garantir leur usage, leur propreté, leur sécurité, on a fait un choix, on a constitué une foncière dédiée à ces tiers-lieux. Donc, on garde en patrimoine ces tiers-lieux en question pour une durée minimale de 10 ans. Et donc, du coup, on se retrouve dans un modèle où finalement, on n'est pas seulement promoteur, on est aussi presque investisseur indirectement, en tout cas foncière. Et c'est une manière de garantir l'usage de ce socle et de la façon dont il sera aussi utilisé avec la copropriété. Mais du coup, je dirais que c'est des choix de stratégie d'entreprise. Il y a des acteurs de la promotion qui ne vont surtout pas vouloir garder quoi que ce soit. Moi, je trouve, à titre personnel, ce n'est pas parce que c'est mon entreprise qui le fait que je le défends, mais quand même un peu, c'est que quand même, c'est un intérêt. C'est que le promoteur en question, quand il est copropriétaire du coup de son propre patrimoine, il n'a pas intérêt à faire n'importe quoi dans son bâtiment parce qu'il est toujours présent et donc ses acquéreurs ou locataires, ils ont toujours une possibilité de vite l'attraper si ça se passe mal. Et puis la collectivité, elle est d'autant plus rassurée de voir que l'acteur en question, une fois que la livraison du bâtiment elle est faite, il ne s'en va pas, il reste. Et alors, voilà, après, ce sont des modèles de développement. Et l'idée de les mutualiser, non pas à l'immeuble, mais au quartier? Alors, je l'ai vécu dans des fonctions précédentes liées à des grands projets, etc. On voit bien que ce qui était aussi notamment beaucoup développé sur la thématique des conciergeries de quartier, ça a beaucoup de mal à vivre. Ça a beaucoup de mal à vivre pour des questions, alors d'une part juridique, la gestion notamment de RP, donc il y a des réglementations supplémentaires, des contraintes supplémentaires qui incombent à la cellule dédiée. Et puis, c'est quand même pas évident d'arriver à faire en sorte que les différents acteurs, les gens du bureau, les gens du logement, viennent dans cet espace mutualisé. C'est pas un phénomène si naturel que ça. Il y a des endroits où ça marche, à Ginkgo, à Bordeaux, dans un quartier, ça marche bien. Il y a certains acteurs qui sont aussi développés sur ces entités-là. Moi, je ne dis pas que je n'y crois pas, je dis que c'est quand même beaucoup plus difficile parce que le modèle économique à développer derrière est quand même complexe. D'accord. Sur les petits logements liés à la taille des ménages qui diminuent aussi? Moi, je voudrais. Ce qui est en cause, c'est que les logements sont effectivement plus petits, mais ce qui est en cause, c'est que les logements sont de moins en moins habitables, sont de moins en moins confortables. Effectivement, ça correspond à une tendance de fond de la démographie
mais il faut aussi voir de quoi est faite ces démographies de petits ménages. Et c'est des ménages souvent avec un enfant flottant, des familles recomposées, de ménages qui ponctuellement, des ménages qui ponctuellement ont besoin de plus de surface et ponctuellement peuvent se réduire à une surface plus moindre. Donc, ça milite en faveur des pièces partagées, mais ça pose surtout un vrai problème sur la conception de ces logements, puisque avec les points durs réglementaires qu'on vient d'évoquer, ces petits logements sont de moins en moins habitables, sont de moins en moins aménageables, ont peu de surface, ont peu de façade. On évoquait la possibilité éventuellement de fermer une cuisine, mais non, ce n'est pas possible, on ne peut pas fermer cette cuisine. Et elle n'est pas fermable, on a déjà tout pris là-dessus. Et là, et ça nous engage sur une inquiétude de plus longue, c'est qu'on a des ménages qui s'endettent sur 20 ans, qui gardent leur logement en moyenne entre 6 et 7 ans avant de le revendre, et on construit ces logements à très court terme, c'est-à-dire que les temps de conception sont très très réduits pour produire ces logements-là. Et là, je reprends un peu ma casquette d'architecte, c'est-à-dire que les architectes se trouvent dans des situations critiques et difficiles pour produire ce type de typologie, puisque ils disposent de peu de temps. Ils réalisent ces conceptions-là dans des situations contractuelles compliquées, difficiles. On n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais je crois que c'est important de le rappeler. Et le résultat se voit sur les plans. Ce sont des plans souvent mal faits. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une dernière question qui va nous permettre de conclure. Et là, je vous demande vraiment de répondre chacun, si vous voulez chacun répondre en une petite minute. Une de nos auditrices qui nous dit « La réglementation de tout ordre, handicap, sécurité constructive, est tenue par des lobbying et standardise toujours plus nos logements. Or, il n'y a pas un standard humain. Comment remettre l'habitant au cœur de la conception du logement ?» Alors, j'ai bien conscience que ça peut être le sujet d'une autre conférence et même de journées de discussion entière, mais d'un mot, parce que finalement, tout ça, c'est fait pour les habitants à la fin, et c'est ceux à qui on demande le moins leur avis, et peut-être dans les procédés que vous avez décrits, à qui on pense le moins. Donc, comment on fait pour penser plus à eux et pour qualifier finalement une demande? Vraiment, là, c'est pour ouvrir la réflexion. Je ne sais pas, Jean-Raphaël, tu as envie de… Oui, alors, je vais forcément plaider pour une chose, c'est la co-conception et la concertation. Je pense qu'effectivement, on ne fera jamais du bon logement que si on se parle plus entre maître d'œuvre et maître d'ouvrage, et entre acteurs publics et acteurs privés. À l'échelle de Care Promotion, pour le coup, moi, je peux juste dire une chose, c'est que quand on crée ces tiers-lieux dédiés à la copro, on demande systématiquement à nos clients quel est l'usage qu'ils veulent en faire. On leur pose la question, vous voulez quel type d'occupation? Est-ce que déjà, un, ça vous semble intéressant? Et deux, qu'est-ce que vous voulez en faire? Donc, du coup, là, alors je suis bien d'accord, c'est spécifiquement sur le tiers-lieu en question, mais en tout cas, on essaye d'impliquer nos clients au maximum dans la conception de cet espace-là. Mais ça vaut aussi pour les jardins, pour le côté jardin partagé et les usages mixtes, on va dire, à usages divers à l'échelle de la copro. Sur la conception en tant que telle du logement, je pense que c'est peut-être aussi l'agilité du petit acteur que nous sommes, c'est qu'on a peut-être moins de process, pour le coup, pour répondre aussi à cette question des normes, des labels, des process, etc., des standardisations. Donc, on est peut-être beaucoup plus souple, et un client qui vient nous voir sur la base d'un plan qu'on lui présente et qui nous dit moi, je veux bouger ça, il y a une enveloppe, on ne va pas bouger l'enveloppe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la chance d'être un petit acteur, c'est qu'on est plus facilement en capacité de moduler les plans en question. Après, sur la conception en tant que telle du logement, je rejoins Alexandre, je pense qu'il y a une vraie question sur les surfaces liées à sur l'évolutivité des surfaces, et c'est peut-être aussi le mode de fabrique en tant que tel des bâtiments qu'on utilise depuis des années, et peut-être que le modèle poteau-dalle qui commence un petit peu, et la préfabrication des matériaux, etc.,
c'est peut-être aussi ça, un moyen de répondre un petit peu mieux à l'évolutivité des pièces et la question de l'évolutivité des surfaces de logement. Merci, Alexandre. Alors, oui, c'est l'éternel débat. Les promoteurs disent qu'ils connaissent bien leur acheteur, les architectes disent qu'ils connaissent bien leur usager, les maires disent qu'ils connaissent bien leur électeur, et en attendant, les premiers intéressés sont peu engagés dans la discussion, hein. Donc, mais au fond, le problème est que ce qui manque dans ces dialogues qui président à la production, c'est ce qui manque des acteurs qui sont engagés à long terme. C'est ceux qui vont conserver le logement à long terme et qui s'inquiètent du plus long terme. L'aménageur s'inquiète de la production immédiate de son produit et ainsi de suite. Donc, la question est vraiment celle du long terme et comment on peut engager, on va dire, les habitants ou ceux concernés par la durée longue de l'immeuble. Moi, j'attends beaucoup des dispositifs, comme Jean-Raphaël, j'attends beaucoup des dispositifs d'autopromotion ou de promotion accompagnée, d'autopromotion accompagnée, en vérité, des logements où finalement l'habitant a un peu plus droit plus de voix au chapitre, et surtout ça produit des collectifs qui, au moins au départ, sont autrement soudés qu'une collection de copropriétaires et qui ne se connaissent pas et qui se retrouvent simplement dans un immeuble. Parce que je crois que finalement, il faudrait peut-être réfléchir au dispositif, à créer un voisinage avant même de créer l'immeuble. Et je crois que les moyens sociaux, les réseaux sociaux, les moyens qu'on a aujourd'hui le permettraient, en vérité. Ce type de... Par contre, je ne suis pas du coup tout d'accord avec la lecture de départ de la question sur le fait que finalement la réglementation standardise nos logements et est tenue par des lobbying. C'est l'interprétation de cette réglementation qui pose problème. Finalement, le vrai problème, c'est pas qu'on nous a donné des tailles minimales pour les salles de bain et les chambres. Le problème, c'est que ça aurait pu générer une augmentation des surfaces des logements. Ça aurait pu générer une amélioration de nos logements. Or, ça ne l'a pas fait parce que ça se fait à surface constante. Donc, moi, plutôt la critique, c'est que finalement, il y a d'autres processus à l'œuvre qui empêchent que ces réglementations-là puissent faire porter tous leurs effets. Merci. C'est un débat politique, c'est un débat politique. Oui, merci. Le logement, de toute façon, c'est toujours un débat politique. Donc, merci beaucoup. C'était donc la première conférence d'Idéal acteur-chercheur. Merci à Alexandre Néagou, merci à Jean-Raphaël Nicolini, merci à tous les auditeurs, dont beaucoup sont restés jusqu'au bout. Donc, merci de votre attention et merci de vos questions. Et à très bientôt pour la prochaine conférence acteur-chercheur, dont le sujet, la date, etc. vous sera communiqué par les réseaux sociaux qui parfois servent à des choses très intéressantes. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt.